Les rendez-vous du week-end, l'interview, tout savoir de l'actualité en Touraine, c'est l'agenda culturel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'agenda culturel. Aujourd'hui, on est vendredi 16 décembre. Et puis, ça y est, pour des milliers d'enfants, c'est les vacances, alors bonnes vacances à eux. Merci de nous écouter tous les vendredis dans Active Info et le samedi pour la rediffusion. On fait ensemble dans quelques instants le tour des événements du week-end sur l'est de la Touraine et on parlera des animations de Noël, évidemment, qui sont très nombreuses à Amboise. On parlera aussi du rendez-vous pour une visite guidée de la ville, de l'atelier création de bandes originales pour le festival au long cours. Salle Davidson, toujours en Amboise, c'est le dernier spectacle de l'année et il est dédié à des figures de la culture, Marguerite Duras et Bernard Pivot. À la médiathèque Stéphane Hessel, c'est à Montlouis cette fois. Il y aura du ciné samedi matin, du ciné surprise, mais autour du cirque et pour toute la famille. Dimanche, 2 rendez-vous, le concert de Proptinbanque à l'église Saint-Florentin et la diffusion du ballet Casse-Noisette au Cinéa. Et avant cela, rencontre avec Patrice Delory, l'artiste plasticien, expose actuellement au Carrois des Arts de Montlouis ses tableaux et ses sculptures. Je vous remercie Patrice Delory de m'accueillir ici au Carrois des Arts où vous exposez en ce moment. Alors vos peintures, vos sculptures aussi, puis il y aura d'autres choses qui ne sont pas encore mises tout de suite. Vous allez nous expliquer tout ça. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en entrant, ce qui m'a frappé, c'était la force narrative de ce que j'ai vu. J'ai eu l'impression de voir un potentiel d'illustration dans vos tableaux, en tout cas un potentiel narratif. Voilà, j'ai l'impression d'être entourée d'histoires et de personnages aussi. Il y a des personnages d'ailleurs sur vos sculptures, il y a des personnages dans vos tableaux. Je voulais savoir si c'est comme ça que vous travaillez, avec une narration, avec des personnages. Voilà. Alors c'est pas tout à fait une narration au sens habituel du terme, c'est-à-dire l'illustration d'une histoire. Mais par contre, ce que j'aime dans l'idée, c'est que ce thème sur lequel je travaille chaque tableau comme un support de rêve. C'est-à-dire que les gens qui regardent ça, quand ils rentrent chez eux, on me l'a dit souvent, on sort du travail, on rentre chez nous et on s'installe et voilà, on se raconte des histoires. Donc c'est vraiment un support qui permet à l'imaginaire de chacun de se développer, de s'amplifier, de prendre quelques éléments du tableau ou de plonger dans le tableau, parce que ce sont des espaces qui sont suffisamment ouverts et qui sont jamais fermés au sens visuel du terme, pour pouvoir laisser l'imagination courir sur ces tableaux, se développer, s'amplifier. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal d'ailleurs à terminer les bords d'un tableau. Et il y en a certains, vous avez remarqué, qui sont avec des développements qui se continuent sur la Marie-Louise, de façon à donner cette impression qu'en fait, ça pourrait se continuer sur l'infini. D'autant plus que ce sont certains comme des déserts. Et donc le désert, par essence, donne une idée de l'infini. Est-ce que quand vous les composez, il y a des histoires à l'origine de ces tableaux, ou en tout cas qui naissent quand vous les peignez ? Alors il n'y a pas d'histoire, c'est pour ça qu'il n'y a pas justement ce côté figuratif et illustratif par rapport à une histoire, mais par contre il y a du vécu derrière, c'est-à-dire que moi j'adore voyager, j'ai toujours aimé ça, j'ai voyagé dans le monde entier. Entre autres d'ailleurs au Proche-Orient où je suis bien triste parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Palmyre, qui est un des endroits qui m'a le plus touché au monde, qui est vraiment quelque chose de magnifique. Et donc tout ça se retrouve quelque part dans mes tableaux parce que y a des éléments, je me dis tiens ça apparaît et brusquement ça me fait penser effectivement à quelque chose que j'ai vu en Asie. Même aux États-Unis, enfin n'importe où. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais je sais que chez moi, c'est l'énergie qui parle d'abord. C'est-à-dire que je suis dans un état, quand je peins cette série-là, qui est assez serein. Je pense que ça se ressent après, d'ailleurs, dans ces tableaux. Il y a pas vraiment de violence, il y a au contraire un calme. Et c'est vraiment ce qui est à l'origine. Je travaille beaucoup avec l'énergie, avec le feeling. Et donc, c'est quand je me mets avec mes pinceaux en état de peinture, parce que c'est vraiment un état très particulier,
Je vais éventuellement mettre une musique qui correspond à l'énergie dans laquelle je travaille et avec laquelle je suis en train de rentrer en phase. Et à ce moment-là, je laisse faire parce que j'ai une technique derrière dont j'ai plus besoin de me préoccuper parce qu'elle est acquise depuis longtemps déjà. Et donc, j'ai juste à me laisser porter, à me laisser aller. C'est une sorte de lâcher prise. Il y a un côté très zen en même temps dans ce type de peinture parce que quelque part, vous n'êtes plus un peintre, vous êtes juste un pinceau. Vous êtes une espèce d'intermédiaire, d'intercesseur entre quelque chose d'autre et ce que vous peignez, en fait, et la toile. Il y a deux couleurs dominantes dans cette exposition. Il y a le jaune doré peut-être du désert dont vous parliez tout à l'heure et puis beaucoup de bleu. Pourquoi ? Alors, ce jaune qui est un mélange de jaune de Naples, de terre de Sienne brûlée et de couleur sépia, qui est les couleurs la plus foncée qui permet de rehausser les détails. C'est un peu la couleur du désert, parce que le désert en fait a une multitude de couleurs. Il y a aussi des rouges qui sont un peu moins présents ici, mais il y a vraiment une multitude de couleurs. Et le bleu parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Je crois que c'est d'ailleurs la couleur maintenant qui plaît d'une façon dominante, tout au moins en Occident, alors que dans l'histoire des couleurs, ça a changé. Et un bleu, j'en fabrique même un, moi-même, voilà, que je mets après en tube. Et ce bleu, c'est aussi parce que, d'abord, c'est une couleur qui rentre en phase aussi avec l'énergie avec laquelle je travaille. Donc, c'est quelque chose qui calme beaucoup. C'est une couleur d'introspection aussi, dans la symbolique. Et donc... Comme souvent dans mon travail, et suivant les différents thèmes, c'est pas quelque chose de réfléchi au départ. Après, je sais évidemment à quoi ça correspond parce que je passe quand même suffisamment de temps dessus. Mais au départ, voilà, c'est se lâcher prise et puis les choses qui arrivent. Et ça, j'aime bien travailler de cette façon-là. Vous parliez de technique tout à l'heure. Vous travaillez à l'acrylique, si j'ai bien compris. Vous travaillez sur divers supports. Il y a des toiles, il y a du papier que vous avez l'air d'avoir fabriqué vous-même ou récupéré, en tout cas, qui a l'air d'être tissé. Voilà comment vous abordez cette technique, à la fois la matière sur laquelle vous peignez et puis le travail avec l'acrylique. Alors, en fait, j'ai commencé au tout début avec de la peinture à l'huile. Et puis, quand j'ai découvert la peinture acrylique et ses nombreuses possibilités, et en plus ces améliorations qu'il y a eu ces dernières décades au niveau de la capacité à être pérenne dans le temps, je m'en sers donc depuis maintenant un certain temps parce qu'on peut s'en servir aussi bien en pleine matière, donc avec des textures qui sont très épaisses, et s'en servir comme si c'était de l'aquarelle. Et d'ailleurs, je défie quiconque de faire la différence entre certains tableaux, savoir si c'est de l'huile ou de l'aquarelle, alors qu'en fait, c'est de l'acrylique. Ces techniques, en fait, je les ai acquises parce que j'ai commencé après le bac. Je suis venu à Paris, j'ai fait des études d'art plastique avant de faire des études d'architecture. Et puis après, il y a eu un moment donné où j'ai senti quand même le besoin d'acquérir certaines techniques, de les affiner. Et du coup, j'ai fait des ateliers d'art de la ville de Paris, qui étaient des ateliers le soir à Montparnasse, et avec des profs qui étaient vraiment formidables, qui étaient des gens très très pointus. Et donc, voilà, ça m'a permis de faire de la gravure, d'acquérir certaines techniques. Et puis après, c'est une cuisine personnelle, en fait, la peinture. Comme je vous disais, je fabrique certaines couleurs. Mais après, c'est tout un matériel, il y a des assemblages qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on fait parce qu'on sait ce que ça va donner. C'est un peu vraiment comme de la cuisine, quoi. Des fois, vous allez mettre des ingrédients qui sont censés pas aller ensemble et au contraire, vous allez avoir une recette formidable. Donc, vous avez aussi des échecs. Mais c'est vrai que je connais bien mon matériel, je connais bien les différentes techniques que j'utilise. J'invente aussi, je suis toujours curieux de trouver d'autres choses. Mais je sais que par exemple mes pinceaux, j'ai des centaines de pinceaux, et chacun a une façon d'attraper la peinture et de la déposer d'une façon particulière. Et des fois je vais chercher le pinceau qu'il me faut à un moment donné précis
pour un détail ou pour travailler sur un fond. Et quant au papier, je suis un fou de papier. Et j'en ai ramené d'un peu partout et j'en ramène d'un peu partout. Donc il y a des papiers que j'ai ramenés d'Afrique, d'Inde, que j'ai ramenés qui viennent du Japon. Enfin bon, et c'est vraiment, j'en ai toute une collection à l'atelier. Et c'est pareil, chaque papier absorbe la peinture d'une façon différente, a ses caractéristiques. Et donc voilà, après, c'est comme tout, hein, il faut une pratique qui fait qu'on va réussir à maîtriser en fait certains éléments. Il y a, alors je ne sais pas si vous appelez ça des séries, mais il y a une série, si on peut dire, sur le désert. Il y a une série un peu plus marine. Comment vous travaillez ? Vous disiez que vous mettiez en état de peinture. Est-ce que vous revisitez un voyage ? Est-ce que vous laissez faire et puis ça donne plusieurs tableaux sur le même sujet ? Ou est-ce que c'est un souhait de travailler un thème, une couleur, un sujet ? Non, pour moi, il faut vraiment que ça soit une nécessité. Donc il y a un lâcher-prise. C'est le tableau qui va s'imposer. Mais c'est vraiment... et au départ, la peinture, pour moi, ça a été ça. Ça a été une grave crise personnelle, très violente et très rapide. Et ce qui m'a permis vraiment, mais sans abuser, de vraiment me relier à nouveau au monde, ça a été la peinture, en fait, que j'ai trouvé, ça a été mon moyen d'expression. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé, après, j'ai plus arrêté. Mais au départ, c'était vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. J'étais environné de tableaux, j'aimais ça, mais j'aimais aussi beaucoup la littérature et lire et écrire un peu. Mais ça s'est imposé comme une nécessité. Et je pense que quand on est dans cette problématique de création, où on passe quand même des heures, des jours, des années tout seul dans un atelier, s'il n'y a pas cette nécessité vitale d'y aller, d'exprimer quelque chose, de faire sortir quelque chose, bon, il vaut mieux faire autre chose, quoi, parce que sans ça, c'est juste pas possible, c'est un truc de fou, en fait. Vous étiez architecte de profession. Alors, j'étais pas architecte de profession. En fait, cette histoire de crise et de peinture m'est tombée dessus quand j'étais, je pense, en 3e année d'architecture. Donc j'ai voulu finir mes études parce que c'était une sorte de challenge aussi, bon, voilà, que je sois capable de terminer un diplôme. Et puis en même temps parce que à l'époque ça me plaisait bien, c'était une unité pédagogique qui avait été fondée après 68 par des professeurs qui en avaient assez de l'enseignement traditionnel, et c'était des études qui étaient extrêmement ouvertes. J'ai fait, on faisait aussi bien du dessin animé que de la perspective, que beaucoup de sociologie, donc c'était vraiment très ouvert. Et donc c'était en plus dans un environnement sympathique parce que c'était dans le cadre des Beaux-Arts à Paris. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et en plus à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants grecs qui étaient inscrits en archi à Paris, et qui était la suite du mouvement des colonels et de la dictature des colonels en Grèce. Et donc voilà, ce qui expliquait qu'il y avait encore beaucoup d'étudiants grecs. Et ça donnait une atmosphère très, très spéciale. Et du coup, quand je suis allé en Grèce très vite, j'allais pas à l'hôtel, j'allais chez des amis étudiants. Et ça change beaucoup la connaissance d'un pays. Ça m'est arrivé en Inde aussi, de rencontrer dans l'avion un Indien qui allait visiter son frère à Bombay, et de me retrouver le premier jour de mon arrivée à 60 km de Bombay, en pleine foule indienne. Et vous prenez d'abord une grande claque, et puis en même temps c'est génial. Ça, j'adore ça. C'est ce que j'aime dans les voyages, c'est les rencontres, c'est cette possibilité de voir des choses qui vont après me nourrir et nourrir ma peinture. Mais tout ça est un ensemble, en fait. C'est la vie, en fait. C'est pas calculé. C'est cette espèce de chance merveilleuse qu'on a de pouvoir toucher, voir, sentir, goûter, rencontrer. Et voilà, c'est un vrai miracle, quoi, parce que quand on voit tous les paramètres qui sont nécessaires déjà au bon fonctionnement de notre corps et à toute cette
cette capacité à utiliser, à être dans cet environnement, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et c'est d'ailleurs extrêmement triste de voir la façon dont l'humanité est en train de se conduire par rapport à cet environnement, et tous les efforts devraient être faits pour sauver cette planète qui est en train de mourir asphyxiée. Et ma peinture, je pense que à travers ces paysages, peut permettre aux gens d'avoir peut-être une petite prise de conscience que y a des choses qui les entourent, qu'il faut qu'ils aiguisent leur regard ou qu'ils soient juste perceptifs, et que voilà, ils regardent un tableau, mais ce tableau, il n'est pas sorti de nulle part, et donc il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent aussi le monde autour d'eux tel qu'il est et tel qu'il risque de devenir. Moi, ce que j'espère seulement, c'est que certains de mes déserts ne sont pas prémonitoires. Merci Patrice Delory. Est-ce qu'on peut rappeler jusqu'à quand on peut voir l'exposition ici au Carrois ? Alors au Carrois, c'est jusqu'à la fin décembre, donc juste avant la Saint-Sylvestre, et c'est tous les jours du mercredi au dimanche inclus, de 15h à 18h, et normalement je serai là tous les jours, donc c'est fermé le lundi et le mardi. Merci. Mais je vous en prie, c'était avec plaisir. For Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking near up on the fireplace. Santa Claus will make me happy with the joy of Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. All I want for Christmas is you. Christmas, I won't even wish for snow, and I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for St. Nick. I won't even stay awake to hear the magic reindeer click, 'cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. Ooh, all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me?
All I Want for Christmas is You, un metal cover imaginé par un certain Léo. Pour les sorties du week-end, c'est par ici. On poursuit dans le Noël, mais un peu moins trash, avec les animations à Amboise tout le week-end. Le traditionnel marché se situe place de Bray, dans le centre. Ne manquez pas les manèges, la calèche du Père Noël à 15h et à 16h samedi. Ne manquez pas non plus Noël en chœur, salle des fêtes Francis Poulenc samedi et dimanche. C'est entre 10h et 18h. Les associations caritatives vendent des objets solidaires et des décos de Noël. Samedi toujours, la chorale Chante-Loire chante des chants de Noël à l'église Saint-Florentin à 17h. Et pour clôturer la journée à 18h, une déambulation féerique à la nuit tombante avec des personnages marins fabuleux. Elle démarrera à la Tour Heurtaud, ça promet d'être magique. Noël au château, au pluriel, puisque les 2 châteaux d'Amboise fêtent Noël, chacun à sa manière. Au Clos Lucé, c'est avec des fleurs que l'on célèbre le faste de Noël. Et au Château Royal, ce sont les décorations féeriques qui enchantent les pièces à visiter. De la salsa au moulinet. Le moulinet, le dancing d'Amboise, nous a habitués au bal du dimanche après-midi. Et ce soir, c'est la première soirée salsa, puisqu'il y en aura d'autres, avec l'association amboisienne Salsa Mania. Cette association a ouvert la soirée à tous, sans réservation, mais elle impose un dress code. Le dress code Noël, c'est-à-dire rouge et blanc. C'est une soirée qui est animée par Sidi. Il est DJ et professeur de danse latine à Paris. À noter que Salsa Mania anime un stage de danse latine dimanche, salle des cartes, c'est toujours à Amboise. Et pour ceux qui sont férus d'histoire et qui ont envie de découvrir Amboise sous un autre angle, la mairie vous donne rendez-vous samedi à 10h ou alors à 14h à l'office de tourisme, pour découvrir l'histoire des rues et des bâtiments. On passe au spectacle vivant maintenant, salle Jacques Davidson. C'est un spectacle dont on a déjà parlé dans cette émission puisqu'il a été joué à la médiathèque Stéphane Hessel il y a plus d'1 an. Le concept est assez étonnant puisqu'il s'agit de jouer une émission de télévision. Les 2 personnages n'y sont pas pour rien. Il s'agit de la rencontre télévisée historique entre Bernard Pivot, l'animateur culturel, et Marguerite Duras, l'écrivaine souvent vive dans les interviews avec les journalistes. Sylvie Leveillard et Claude Gallou interprètent ce texte non écrit puisqu'il est issu de ce dialogue enregistré dans l'émission Apostrophe du 28 septembre 1984. Une expérience télévisée, mais une expérience théâtrale aussi. Ça se passe donc salle Davidson, samedi à 20h30. Pour en savoir plus et réserver, rendez-vous sur le site www.tdnuit.net. Voilà, ça c'est celle de Star Wars pour faire un petit clin d'œil aux dérivés qui se joue en ce moment Rogue One. Ce que vous proposent les tontons filmeurs, c'est de réaliser votre propre son de film pour illustrer les 5 courts-métrages initiés dans le festival au long cours et qui a déjà fixé les scénarios retenus. Ça se passe samedi à 14h, c'est à l'école de musique Paul Godet d'Amboise. C'est ouvert à tous et en particulier aux musiciens amateurs qui aiment composer ou jouer. C'est quoi ce cirque ? Dernier rendez-vous du cycle Cirque à la médiathèque Stéphane Hessel samedi matin à 10h30. Un film familial sur le thème est proposé gratuitement en parallèle de l'exposition de Christian Berthaud sur les arts du cirque. Dimanche, un concert du collectif amboisien Proptimbanque. C'est à 15h30 en l'église Saint-Florentin. C'est de la bonne humeur gratis avec ce collectif fait de joyeuderie. Et puis pour finir, du ballet au cinéma, le cinéa est coutumier de la retransmission des opéras mais aussi des ballets. Une occasion de voir en grand le plus classique d'entre eux, Casse-Noisette, interprété par le fameux corps de ballet du Bolchoï. La nouvelle d'Hoffmann situe l'histoire à la veille de Noël. Clara se lève la nuit pour admirer son Casse-Noisette, la poupée qu'on lui a offerte. Mais le roi souris les attaque alors avec son armée. C'est un ballet signé Tchaïkovski et c'est au cinéa dimanche à 16h. Cette semaine, je vous invite à découvrir Laura Cahen.
Son album Nord, qui sortira en février 2017, me rappelle un peu l'univers à la fois pop et tribal de la Maison Tellier. Elle a déjà fait sensation au Printemps de Bourges et quelques-uns de ses titres tournent déjà en radio. On écoute le plus tourbillonnant et on en écoutera d'autres, promis. Il s'appelle Froid, c'est un morceau réchauffant pour le coup, justement, et très émouvant. On écoute Laura Cahen avec Froid. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à la même heure, s'il vous plaît, et un clin d'œil ou un clin d'oreille à ceux qui écoutent la version rediffusée du samedi après-midi. Les rendez-vous du week-end, l'interview, tout savoir de l'actualité Antoine, c'est l'agenda culturel.